On a vu précédemment que le Scrum Master avait trois missions communes avec le Product Owner, ou trois points sur lesquels il était important d'aider le Product Owner à être le plus rapidement possible autonome. Premier point, il doit s'assurer que le Product Owner sait comment organiser le backlog de produits pour maximiser la valeur. Alors, ces trois points, on va les détailler les uns après les autres, et on va commencer par maximiser la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le Product Owner, il est responsable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de l'équipe de développement. C'est un extrait du Guide Scrum 2017. Et la façon de jouer ce rôle peut varier grandement selon les organisations, les équipes, voire même les individus. Donc le Scrum Master, il doit s'assurer en priorité que le Product Owner parvient à un premier niveau d'autonomie. Il comprend le pilotage par la valeur. Si le Product Owner ne comprend pas le pilotage par la valeur, il va être incapable de maximiser la valeur. Il doit avoir une vision claire de la valeur de son produit. Comment est-ce qu'on la mesure? Il doit être en capacité de mesurer cette valeur à chaque release. Et il doit comprendre le fonctionnement de l'empirisme. À partir de là, on peut considérer que le Product Owner commence à être autonome dans l'ordonnancement de son backlog de produits. C'est un point essentiel. Donc, le point clé, c'est vraiment le pilotage par la valeur. Alors, cette notion de valeur, elle n'est pas simple à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du pilotage par la valeur. Faire du pilotage par les coûts, c'est pas compliqué. Si je mets un développeur de plus, eh bien, si le développeur il me coûte 450 € par jour, eh bien, je sais que ça me coûte 450 € de plus par jour. Pilotage des coûts, c'est facile. Mais alors, pilotage de la valeur, c'est beaucoup moins simple. Eh bien, la première question à se poser, c'est pourquoi on fait ce produit? Qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça apporte concrètement de développer ce produit? Si c'est un site e-commerce, ça doit rapporter du cash, ça doit rapporter du chiffre d'affaires. Si c'est un site de gestion, ça va permettre de faire des économies. Mais combien d'économies? Comment on va les mesurer? Qu'est-ce qui, dans mon produit, va vraiment générer des économies? Qu'est-ce qui va générer d'autres choses que des économies? Du bien-être au travail, du confort, véhiculer des messages, assurer une meilleure communication? À quoi sert mon produit et comment je mesure sa valeur? Eh bien, la meilleure chose à faire, c'est d'identifier des flux de valeur ou des vecteurs de valeur, c'est-à-dire des indicateurs. Apprenez au PO à mesurer l'évolution de la valeur à partir d'indicateurs clés. Ici, on a un exemple d'un PO qui mesure la charge des contributeurs. Donc là, il mesure combien me coûtent les contributeurs par mois en kilos-euros, c'est-à-dire en milliers d'euros. Ça, c'est nos colonnes. Eh bien, on voit qu'on a une mesure initiale, avant même de mettre le MVP en place. Tous les mois, les contributeurs de contenu me coûtent 300 000 €. C'est pas compliqué. Tous les mois, ça me coûte 300 000 € d'avoir des gens qui viennent publier du contenu à destination d'une audience déterminée. Eh bien, au travers de ce produit, je vais chercher à réduire la charge de mes contributeurs. Faire en sorte qu'ils puissent toujours publier des contenus, toujours autant de contenus. On pourrait d'ailleurs mesurer le nombre de contenus mis à disposition des utilisateurs. C'est une mesure qu'on pourrait faire. Là, le Product Owner, c'est pas ce qu'il a choisi. Il a choisi de mesurer la satisfaction des utilisateurs. Alors, cette satisfaction des utilisateurs, il la mesure en fonction du nombre de contenus auxquels ils ont accès, de la pertinence des contenus par rapport à ce qu'ils recherchent. Et puis, troisième élément qu'il mesure, c'est un taux d'efficience. C'est-à-dire un mix entre le temps passé et le nombre de contenus réellement générés. Eh bien, ce sont les trois flux de valeur ou les trois vecteurs de valeur qu'a décidé de mesurer le Product Owner. Le Scrum Master l'a aidé.
Et on voit dans cet exemple que on a une évolution. Ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir quelle est cette valeur à un instant T, hein. On regarde avant même de développer le MVP, quelle était la valeur de mon produit. Eh bien, ma charge de contributeur, c'est 300 000 euros par mois. Et puis, on a une base 100, c'est-à-dire là, on est sur la partie de droite. Concernant la satisfaction des utilisateurs et le taux d'efficience, on part du principe que pour l'instant, on est à 100%. C'est un parti pris. Et comment est-ce qu'on mesure ces éléments? Avec un certain nombre de KVM ou de KPI, comme vous voulez. On a une petite préférence en général pour les KVM, puisqu'il s'agit de mesurer de la valeur. Et donc, on se rend compte ici qu'au fur et à mesure des releases, la satisfaction des utilisateurs a baissé un petit peu initialement, puis elle remonte progressivement. Le taux d'efficience, lui, dès le départ, il s'est accru. Et la charge des contributeurs a très fortement baissé. On est arrivé quasiment à la moitié. C'est-à-dire que les contributeurs arrivent à produire autant de contenu en y passant 2 fois moins de temps. Ils peuvent se consacrer à d'autres activités. Ils peuvent, ou alors ils peuvent publier, ils pourraient publier beaucoup plus de contenu, ou aller en publier ailleurs, sur d'autres supports. Et bien ça nous intéresse parce que ça définit un certain seuil de rentabilité. Ça définit, si on voit à un moment par exemple que le taux d'efficience, il a tendance, au début il grimpait fort, et puis il a tendance à s'aplatir. Pareil entre la release 0.9 et la release 1, on a la charge des contributeurs, pardon, qui a tendance à s'aplatir aussi. Donc on voit bien qu'après la release 1, sortir une release 1.1, on aura peut-être des gains, mais de plus faible ampleur. Là, on a eu des très gros gains de valeur entre le MVP et la version 0.8, où on a vraiment des très très gros gains de valeur, et puis ça commence à s'atténuer entre la 0.8 et la 0.9, et ça s'atténue fortement entre la 0.9 et la V1. Là encore, se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer à financer les sprints alors qu'on pense qu'on va gagner que quelques pouillèmes de valeur? Eh bien ça se discute. Quelques techniques pour mesurer la valeur. Vous avez la méthode Mareva qui propose de mesurer les bénéfices internes à l'organisation, c'est-à-dire les bénéfices pour les collaborateurs, ou les bénéfices externes, c'est-à-dire pour les usagers et les clients. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode Mareva, vous pouvez googler si vous voulez méthode Mareva, vous trouverez plein de supports. Je vous la glisserai quand même dans le package de Scrum Master, vous pourrez la consulter si vous voulez, c'est un document PDF. Vous avez l'Evidence-Based Management, pareil, que vous pouvez lire, c'est un document PDF, il est disponible sur Scrum.org, mais vous l'avez dans votre package également. Lisez-le, vous allez voir qu'il y a une gamme très large de KVM, c'est-à-dire de mesures de valeur. Par exemple, des temps de stabilisation d'une livraison, des délais de mise en œuvre d'un changement, mesure de la dette technique, etc., etc. Vous avez plein d'indicateurs qui sont proposés. Ce n'est pas la peine de mettre en place des milliers d'indicateurs. Quelques-uns suffisent pour mesurer la valeur. Enfin, dernier point, un product owner peut se baser sur de multiples informations pour ordonner son backlog de produits. Eh bien, l'ordonnancement du backlog de produits, ça doit être cohérent avec la stratégie du produit, c'est-à-dire avec le plan de release. On doit comprendre l'organisation du backlog de produits en fonction de la stratégie produit. Le product owner peut utiliser un ratio valeur-complexité, ça c'est vraiment la base. Ça me rapporte potentiellement beaucoup en termes de valeur, mais c'est très complexe à développer. Eh bien, est-ce qu'il ne serait pas préférable de privilégier des éléments qui rapportent un tout petit peu moins de valeur, mais qui sont beaucoup plus simples à développer? Certainement, c'est une meilleure manière de créer de la valeur. Ça peut être par éléments ayant le plus de valeur absolue estimée. Je commence par les éléments qui rapportent vraiment beaucoup de valeur.
peu importe la complexité. Ça peut être en fonction d'une urgence ou d'une exigence du marché. Je vais prioriser cet élément-là parce que notre concurrent est agressif dans ce domaine. Donc je vais plutôt m'orienter vers cet élément-là. Ça peut être en fonction d'un facteur de risque lié à la maturité de l'équipe, par exemple. J'ai une équipe qui commence en agilité, je ne vais peut-être pas commencer par leur faire les éléments qui ont le plus de valeur, mais qui sont très complexes. Je vais peut-être commencer par leur faire des éléments qui présentent potentiellement moins de valeur, mais qui sont plus simples à réaliser le temps que l'équipe grandisse en maturité, le temps que l'équipe atteigne son stade de performing. Donc l'ordonnancement du backlog de produits doit être cohérent avec la stratégie de produit, on l'a déjà dit. Et les deux doivent être clairs. Je peux rentrer par la stratégie produit et comprendre le backlog de produit, ou rentrer par le backlog de produit et comprendre la stratégie produit.